Au sommaire de ce journal, leadership féminin, 426 femmes agentes de la fonction publique diplômées en leadership féminin. Système de santé, le ministre Pierre Demba en visite surprise pour suivre l'avancement des installations médicales. L'actualité est au rendez-vous sur Business 24 Africa. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Récemment, au Palais de la Culture de Treichville, 426 femmes, toutes agentes de la fonction publique, ont reçu leur diplôme de fin de formation en leadership féminin. Elles font partie de la deuxième promotion d'un programme triennal visant à doter l'administration publique de fonctionnaires compétentes prêtes à mieux servir les citoyens. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre d'État, ministre de la fonction publique et du directeur général, Amiko Robara et Wilfried Yao. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre d'État, ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, ainsi que du directeur général de la fonction publique, qui a précisé le contexte de cette cérémonie de graduation. Il a exhorté les récipiendaires à appliquer efficacement les connaissances acquises au service de la nation. Les diplômés ont exprimé leur gratitude envers la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de tous les acteurs impliqués, soulignant l'impact de cette formation sur leur développement personnel et professionnel. Au cours de ces sessions, les participantes ont eu l'occasion d'explorer divers ouvrages stimulant la réflexion introspective, les encourageant à se libérer des mécanismes de victimisation pour développer leur plein potentiel en leadership et améliorer leur expression orale. À vous, chers leaders, je vous encourage à mettre en pratique les compétences acquises. Moi qui suis sociologue de formation, j'avais appris à fouiller dans la vie des autres, voir ce qui ne va pas et essayer de les aider. Mais avec cette formation, j'ai plutôt appris à faire une profonde introspection, me remettre en cause et améliorer mon quotidien, mieux me fondre dans l'environnement et apporter un plus à tous ceux qui m'entourent et de manière plus particulière dans le monde professionnel. Cette remise en cause-là accroît la responsabilité du manager que je suis pour mener à bien les missions qui me sont confiées et améliorer également la mobilisation des ressources humaines. Pour moi, c'est un sentiment de fierté. Grand sentiment de fierté pour ce que nous venons d'obtenir. Parce que je pense que c'est l'un des certificats dans le monde. Le leadership féminin, ce qui n'est pas donné à tout le monde. La ministre d'État, ministre de la fonction publique Anne-Désirée Ouloto, dans son discours a exprimé sa fierté pour cette deuxième promotion qui clôture le programme triennal de formation des agents de la fonction publique. Elle a salué le soutien du chef de l'État et des partenaires, notamment l'ambassade des États-Unis, pour avoir rendu ce projet possible. Rendons-nous dans le village d'Abobo-Baoulé où un projet donne espoir aux femmes de ce village urbain. Il s'agit du projet Parka qui organise les femmes dans la production et la transformation du manioc en atiéké. Sauf que depuis plus d'un an, un conflit de succession à la chefferie perturbe les activités de ces femmes. Les détails avec Amiko Robara et Ezekiel Siri. L'article 3 de la loi 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des chefs traditionnels stipule que les rois, chefs de province, chefs de canton, chefs de tribu et chefs de village sont désignés selon les us et coutumes dont ils relèvent. En pays Atchan, le chef est le doyen d'âge du village appelé Nanan. Ici à Abobo-Baoulé, le doyen d'âge est Djonka Clément, appelé affectueusement Décé par les villageois. Cependant, le chef actuel est Akré Mak, son cadet qui détient l'arrêté préfectoral et dont la gestion est décriée ici. Voici planté le décor de la division des populations du village d'Abobo-Baoulé en ce qui concerne la chefferie. C'est en tout cas l'explication donnée par Armand Hassan, porte-parole de la génération Tchagba d'Abobo-Baoulé, lors de cette conférence de presse. Ce conflit à la chefferie du village d'Abobo-Baoulé a fini par diviser la localité, y compris les femmes. Réunis au sein de leur association, les membres se regardent aujourd'hui en chien de faïence, ce qui met à mal les projets de développement au bénéfice des femmes. Quand il y a eu des soucis entre les hommes de la génération Tchagba, nous en tant que femmes, nous ne sommes pas concernés. Nous ne sommes vraiment pas concernés
Et nous avons continué de travailler. Il n'y a pas d'activité que nous faisons sans le solliciter. Et jusqu'au 22 mai, c'est là que le clash va intervenir. Dans le village d'Abobo Baoulé, toutes les femmes souhaitent la réconciliation des hommes, une réconciliation qui pourra leur permettre de mener à bien leur activité génératrice de revenus. C'est le cas du projet Parka. Dans ce village, il existe un site de manioc qu'on appelle Anguédédou. Et là-bas, les femmes achètent le manioc, elles taillent le manioc, elles pilent le manioc et elles font la tseke. Mais ce site est impraticable, surtout en saison pluvieuse. Et nous avons, par la grâce de Dieu, contacté cette ONG qui a répondu favorablement. Et elle viendra pour installer, c'est-à-dire refaire, réhabiliter le site de manioc avec les machines appropriées, avec le matériel même. Vivement que la stabilité revienne dans le village d'Abobo Baoulé afin d'accélérer les projets des femmes et ceux du village. Parlons de distinction. 16 jeunes issus de la première promotion du chantier École de la Sodefort reçoivent leur diplôme financé par l'américaine Millennium Challenge Corporation et mise en œuvre par la Sodefort. Cette formation représente une réponse concrète aux défis de l'emploi et du reboisement en Côte d'Ivoire. Aïssata Kone et Christian Guilly. C'est dans une ambiance très chaleureuse que les 16 apprenants de la première cohorte du chantier École de la Sodefort en partenariat avec l'américaine MCC à travers sa représentation MCA en Côte d'Ivoire ont reçu leur attestation de fin de formation de 6 mois, les rendant opérationnels au métier de la foresterie. En tout cas, je compte bien me lancer dans le domaine des fleurs. Je compte vraiment m'installer à mon propre compte, créer une petite entreprise de jardinerie, pépiniérisme. À ce jour, ce projet a permis de produire environ 112 000 plants. Ces métiers porteurs d'avenir constituent un levier puissant pour votre développement personnel et professionnel au regard des enjeux actuels liés au changement climatique qui nous orientent vers l'émergence des villes de plus en plus vertes. La directrice de cette école, Abo Angèle, a expliqué les grands axes de la formation, repartis en 470 heures avec 16 thèmes et 11 formateurs, dont 9 expertises issues de la Sodefort. La représentante pays de MCC et marraine de la cérémonie, ainsi que la directrice de MCA, ont exprimé leur gratitude et félicitations aux apprenants, tout comme la secrétaire générale de préfecture d'Abidjan, également présidente du comité scientifique. Les diplômés qui sont ici aujourd'hui ne le sont pas par hasard. Ils sont le fruit d'un processus rigoureux de sélection sur leur motivation et leur engagement et dans le cadre du projet Abidjan Transport. Il ne faudrait pas qu'on reste seulement au sentiment d'épanouissement, mais que vous soyez effectivement épanoui en exerçant ce travail que vous avez choisi. Rappelons que la Sodefort, cheville ouvrière de cette première cohorte, a 58 ans d'expertise forestière. Puis, le MCA, à travers sa directrice, Mme Koulibaly, a émis la bonne nouvelle de 2 prochaines cohortes de 20 personnes chacune liées au secteur de la foresterie. Parlons santé. Pierre Demba, ministre de la Santé, a effectué une visite surprise dans les centres hospitaliers universitaires d'Angré et de Cocody. Cette visite visait à évaluer l'avancement des installations d'équipements médicaux, notamment les scanners et les IRM, imagerie par résonance magnétique, ainsi que les travaux d'une unité de production d'oxygène. Des projets essentiels pour améliorer la qualité des soins prodigués aux Ivoiriens et renforcer la résilience du système de santé, nous disent Amiko Robara et Setekissi. C'est par le CHU d'Angré que le ministre a entamé sa tournée avant de se rendre au CHU de Cocody. L'objectif était clair, s'assurer que les travaux avancent conformément aux attentes et que les installations des IRM et des scanners progressent efficacement. Au cœur de la visite se trouvait également le chantier d'une unité de production d'oxygène, indispensable pour renforcer l'autonomie des hôpitaux. J'ai pu visiter donc le chantier de 3 IRM, aussi bien Angré, Cocody et Treichville, plus 4 scanners qui vont être implantés
ce qui va porter donc à 11 le nombre d'IRM dans notre pays et donc à 19 le nombre de scanners dans le secteur public. Avec des travaux avancés à environ 70%, le ministère dit satisfait. Il a souligné que l'achèvement des installations est prévu pour la fin de ce mois de novembre et que chaque étape est cruciale pour garantir une prise en charge optimale des patients. La fin des travaux est prévue pour la fin de ce mois. Donc je reviendrai pour l'inauguration, Inch'Allah, comme on le dit. Et d'autres investissements sont en cours pour renforcer notre capacité en oxygène et j'en passe. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que nous préparons non seulement à avoir un système qui soit capable donc, de répondre pour faire face aux épidémies, mais en même temps qui renforce notre capacité de prendre en charge les malades en Côte d'Ivoire et partout en Côte d'Ivoire. Le renforcement des infrastructures de santé ivoiriennes s'inscrit dans une stratégie globale soutenue par des partenaires comme la Banque mondiale et l'AIB qui ont contribué financièrement dans le cadre des fonds alloués pour la lutte contre le Covid-19. Ces initiatives visent à créer un système de santé moderne et résilient, prêt à répondre efficacement aux besoins de la population. Toujours dans le domaine de la santé, la mairie d'Adjamé a organisé une séance de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle. Cette action de la mairie souligne l'importance de la prévention dans la lutte contre ces maladies chroniques qui menacent la santé publique en Côte d'Ivoire. Walter Kofi et Ezekiel Siri. Chaque année, à quelques jours de la journée mondiale du diabète prévue pour le 14 novembre, le député maire de la commune d'Adjamé, Soumaoro Farikou, décide de donner l'exemple en se faisant dépister. Le premier magistrat de la commune incite ainsi ses collaborateurs et ses administrés à suivre son geste. Plusieurs agents de la mairie d'Adjamé et résidents de la commune ont pris d'assaut l'esplanade de la mairie, lieu de la séance de dépistage, afin de connaître leur état de santé. Pour le maire, cette initiative vise non seulement à encourager le dépistage dans la commune, mais aussi à obtenir une vision d'ensemble de l'état de santé des habitants d'Adjamé. Mais cela me permet de faire passer toute la population d'Adjamé au scanner, comme on le dit, pour savoir si j'ai une population qui se porte bien, qui n'a pas de diabète. Raison pour laquelle nous avons organisé cette opération de dépistage. Mais moi, je ne suis pas au-dessus de la population. C'est grâce à la population que moi je suis là. Donc, il fallait que ça commence par moi, pour savoir si je me porte bien. Selon les équipes qui ont conduit cette séance de dépistage, le diabète n'a pas de cause unique. Certains comportements et conditions augmentent le risque de développer cette maladie. Le surpoids, l'obésité, le tabagisme et l'abus d'alcool sont des facteurs de risque bien établis, ont-ils précisé. Et donc, comme vous venez de le dire, chaque 14 novembre, tout le monde entier célèbre la journée mondiale du diabète, qui est une journée dédiée à nos parents, à nos patients diabétiques, où les messages seront passés. Et en prélude à cette cérémonie officielle, nous menons des activités de sensibilisation, de dépistage du diabète. Mais on ne s'arrête pas uniquement qu'au diabète. On fait également le dépistage de l'hypertension artérielle. J'allais d'abord dire que l'initiative il est louable, il est à féliciter, surtout venant de notre premier magistrat, le maire de la commune d'Adjamé. Nous, agents de la mairie d'Adjamé, nous ne pouvons que nous réjouir de cette initiative. En parallèle à cette activité, des agents de santé communautaire ont sillonné les quartiers d'Adjamé pour offrir un accès au dépistage aux résidents ne pouvant pas se rendre sur place. La prévalence du diabète en Côte d'Ivoire est passée de 5,7% en 1997 à 6,2% en 2017. Après Octobre Rose, la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus se poursuit avec les associations et les ONG. C'est le cas de l'ONG Miensa qui a lancé une double campagne de sensibilisation et de dépistage dans le district sanitaire d'Oumé du 11 au 13 novembre 2024. Cette campagne permettra de sensibiliser 10 000 personnes sur le cancer du sein et du col de l'utérus dans cette localité. Pierre Tebeu. Dans la continuité du mois d'Octobre Rose, qui permet à la communauté de lutter contre le cancer du sein, l'ONG Miensa et ses partenaires veulent s'attaquer également au cancer du col de l'utérus. Ils ont investi le terrain dans le district
sanitaire d'Oumé dans l'optique de rappeler aux femmes et aux victimes que cette maladie peut être guérie quand on s'y prend tôt. Le message de sensibilisation à cette occasion de l'ONG a été clair. Vous avez un problème au niveau du sein, n'attendez pas. Souvent vous utilisez des médicaments, je vais faire. C'est comme ça, telle personne a eu à faire. Mais vous faites juste après, ça va se gâter. Donc dès que ça commence à devenir bizarre, on court pour aller à l'hôpital. Il y a 40 ans, c'est maintenant c'est en train de se manipuler encore. L'autre grossit pour laisser son camarade. Il faut faire attention. Il faut courir voir un gynécologue. Après la sensibilisation, place au dépistage. Les femmes ont accepté de se faire dépister. Question de faire barrage à la progression du cancer du sein et du col de l'utérus. Ici, on nous dit tout. La santé n'a pas de prix. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup ignorants. Ça fait qu'on meurt. Ce qu'on peut éviter demain, on hésite à le faire. On s'entraîne à la mort. Contribuer à l'élimination du cancer du sein et du col de l'utérus, c'est l'objectif de l'ONG Mieza, qui a investi le terrain de sensibilisation dans le district sanitaire. Ici à Oumé, nous avons constaté effectivement que le cancer du col de l'utérus en particulier fait des dégâts. Et au cours de cette année 2024, nous avons enregistré déjà 2 décès de femmes. Ces décès ont été rapportés vraiment par la communauté. Et nous avons dit que 2 décès, c'est trop. Un seul décès même de femmes dû au cancer du col, c'est déjà beaucoup. Et donc nous ne voulons plus que cette affection-là touche vraiment nos femmes ici à Oumé. L'ONG Mieza a été créée en 2020. Elle a une triple mission, celle de lutter contre le cancer de tout genre, le diabète et le paludisme. Tout autre chose à présent. CBS Musique, structure dédiée à la promotion musicale, organise la première édition du clash musical de la nouvelle génération de musique tradie moderne. Cet événement culturel ivoirien se tiendra le 21 décembre prochain à Paris, avec pour objectif de mettre en lumière les jeunes talents et de promouvoir la musique tradie moderne au-delà des frontières ivoiriennes. Les organisateurs, les acteurs culturels étaient présents à la conférence de presse à Yopougon pour annoncer les couleurs de cette première édition. Quoi de plus naturel que de commencer cette conférence de presse par une note musicale tradie moderne. Djele System, Selmo Djibi et Étoile Montante sont entre autres les artistes Gouro et BT qui se produiront le 21 décembre prochain à Paris lors du clash musical de la nouvelle génération de musique tradie moderne. Organisé par Charles Boli, cet événement est une plateforme pour valoriser la richesse de la musique ivoirienne et mettre en lumière les jeunes talents prêts à conquérir le public international. Pour moi, c'est une fierté. Je suis très heureux de représenter la musique tradie moderne. Il y en a beaucoup qui font la musique tradie moderne chez nous. Mais si j'ai été choisi pour faire la musique tradie moderne, c'est-à-dire représenter la musique tradie moderne en France, je pense que c'est un honneur. Au cours de cette rencontre tenue à Yopougon, le docteur Alain Taï, homme de culture, a animé une conférence où il a exhorté les artistes à s'adapter aux défis contemporains pour se positionner efficacement sur la scène internationale. Ces conseils ont été bien accueillis par l'Assemblée. Les œuvres qu'ils produisent sont certes sympathiques, mais elles ne peuvent pas dépasser le cadre tribal ou mieux régional. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un monde de compétitivité au plan international. Et donc, pour arriver à ce niveau-là, il faut être performant, soi-même d'abord. Il faut faire des choix stratégiques au niveau de ce qu'on veut développer, de ce qu'on veut défendre. Et puis maintenant, donc c'est vraiment tout un changement d'approche, voilà, dont il s'agit. Voilà, je suis très très contente cet après-midi. Il y a des choses qu'on ne savait pas, que nous venons d'apprendre. Donc vraiment, il nous enseignait beaucoup de choses que nous devons mettre en pratique pour l'avancement de notre culture. Cet événement et les échanges avec le docteur Alain Taï marquent le début d'une aventure qui célèbre et promeut l'héritage musical ivoirien en offrant une chance à la nouvelle génération d'artistes de briller sur la scène mondiale. Rendons-nous à Boaké,
au centre de la Côte d'Ivoire. La phase 3 du projet de prévention et de traitement des fistules obstétricales s'achève bientôt à l'approche de l'échéance de fin. Une mission conjointe de COICA et l'UNFPA s'est rendue à Bouaké afin de s'imprégner de l'état d'avancement des efforts de lutte contre cette maladie. Cette visite a permis aux partenaires de comprendre l'engagement des parties prenantes du projet à faire baisser la courbe des cas de fistules dans la région de Bouaké. Le point des échanges avec Emmanuel Bonzo. Cette rencontre d'échange a permis à la délégation de COICA et de l'UNFPA de voir l'implication réelle des acteurs communautaires dans la réalisation du projet de prévention et de traitement des fistules obstétricales dans la région de Bouaké. Leur engagement et leur appropriation du projet ont contribué à libérer de nombreuses femmes de cette maladie dite de la honte. Donc c'était très important à ce que nous, nos voix portent. Parce que si on ne sensibilise pas les femmes, personne ne va savoir qu'il y a une maladie que l'on appelle la fistule obstétricale. Je pense qu'il y a beaucoup de satisfaction à partir du moment où c'était une maladie de la honte. Aujourd'hui, les femmes sont très promptes à venir se signaler. Nous avons fait un plaidoyer auprès de COICA pour que la COICA continue l'appui qu'ils apportent pour la mise en œuvre de ce projet. Malgré les résultats probants et les acquis, des défis sont encore à relever et des réponses à apporter aux difficultés à l'approche de la fin de la troisième phase étendue du projet. À cet effet, la délégation conjointe s'est dite satisfaite pour le travail abattu par les parties prenantes. Les représentants de COICA et de l'UNFPA entendent dresser un bilan complet de cette dernière phase du projet et voir dans quelle mesure mieux faire face aux besoins et attentes des acteurs communautaires. Avant l'intervention de la COICA, la fistule était une maladie dite maladie de la honte. Et après l'intervention, nous avons vu que les ONG, UNFPA et même les communautés ont pu sensibiliser les différents acteurs. Et aujourd'hui, ce n'est plus une maladie de la honte. Le projet de prévention et de traitement de la fistule obstétricale s'est décliné en plusieurs phases. Il a permis de traiter plusieurs milliers de femmes porteuses de la maladie, de les réinsérer à travers des activités génératrices de revenus, de renforcer les plateaux techniques de nombreuses structures sanitaires et rendre fonctionnels 8 centres de prise en charge chirurgicale des cas de fistule et aussi mobiliser activement les communautés dans la lutte contre cette maladie dite de la honte. Terminons ce journal avec un lot de 21 500 manuels scolaires remis aux élèves de Boisflé dans le cadre du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, financé par la Banque mondiale. Yao Madeleine, coordonnatrice du projet, a exhorté les élèves à utiliser, à lire ces manuels pour avoir de bons résultats scolaires. Charles Kouakou, dans un commentaire de Pierre Tebeu. C'est un événement important qui s'est tenu le jeudi 7 novembre 2024 avec la remise d'un lot de 21 500 manuels scolaires aux élèves de Saint-Fra et Boisflé dans la région de la Marawi. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens PAGDS financé par la Banque mondiale. Ce programme vise à soutenir l'agenda prioritaire du président de la République qui a lancé la politique de l'école pour tous. Yao Madeleine, coordonnatrice du projet, a encouragé les élèves à tirer pleinement parti de ces manuels pour améliorer leurs résultats scolaires. L'intérêt, c'est que l'enfant, maintenant à la maison, apprend à étudier. C'est un des objectifs que nous avons visés. L'apprentissage personnel et le désir de s'instruire sans accompagnement. Depuis que ces enfants ont ces ouvrages, arrivés à la maison, ils ne jouent plus au clair de lune, ils ne vont plus chez les amis, ils étudient. Le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, Zorobi Balo Epiphane, a exprimé la gratitude de la population envers le président Alassane Ouattara et son gouvernement pour cette initiative. Vous pouvez faire de la lecture, chacun a son livre, quand il arrive à la maison, il va ouvrir, il va lire, il va faire ses devoirs, il va faire ses mathématiques, il va découvrir toutes ces belles histoires. C'est une chance que vous avez.
Je voudrais vous demander de traduire ma profonde gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il faut noter que depuis 3 ans, ce sont au total 8 500 000 ouvrages d'une valeur de près de 13 milliards de francs CFA qui ont été mis à la disposition des élèves à l'échelle nationale, soulignant l'impact positif de ces efforts sur l'éducation en Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours fidèles à votre chaîne panafricaine d'information économique Business 24.